Dès aujourd'hui, réinvestissez votre acompte de réduction d'impôt sur un projet essentiel et qui prend de l'ampleur, TV Liberté. Dès aujourd'hui, réinvestissez sur une télévision libre, autonome, indépendante, sans filtre, qui ne dépend ni des oligarques, ni des partis, ni des lobbies, ni de l'État. Dès aujourd'hui, réinvestissez cet acompte pour obtenir un nouveau crédit d'impôt pour 2019. La presse d'information est aux ordres? Alors, soutenez la presse alternative en 2019, année de tous les changements. Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Avec moi pour commenter l'actualité médiatique de la semaine, Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Les médias ouvrent enfin les yeux sur ceux qui les perdent. Après plusieurs semaines de silence gêné sur les violences policières, les médias ont enfin décidé d'évoquer le sujet. Gageons qu'il n'aurait pas été si prudent s'il s'était agi d'Orban, de Poutine ou même de Marine Le Pen. L'être et le néant. Empêtré dans ce que les communicants appellent pudiquement une séquence compliquée, Emmanuel Macron a réagi en 2 temps et les journalistes ont été conquis. Eurovision, médias en pamoison. Le grand favori pour représenter la France à l'Eurovision en 2019 s'appelle Bilal Hassani, un youtubeur homosexuel d'origine maghrébine. Évidemment, les médias adorent. Et vous retrouverez le zapping et les tweets de la semaine. Depuis quelques jours, les médias semblent découvrir les violences policières, mais cela ne doit pas nous faire oublier qu'il y a eu un silence de la part des médias dominants pendant très longtemps. Alors on va analyser ce silence passé, d'abord avec le constat que les violences policières ont été minorées par les médias. Eh bien, il faut savoir que ce constat, c'est pas seulement le nôtre, c'est également celui de Vincent Glade, qui est journaliste pour Libération et qui tweet notamment « Le thème des violences policières sur les gilets jaunes est surtout traité par le pôle fact-checking des médias. » Comme si c'était une fake news venue d'Internet. Quand est-ce que les services justice-police s'en occuperont sérieusement? Et il poursuit, le travail de recensement des blessés de Check News de Libé est remarquable. Mais il ne vous aura pas échappé que c'est un site destiné à répondre aux interrogations des internautes. Comme si les journalistes ne se posaient, eux, pas la question. Et il conclut, au-delà du scandale que peuvent représenter ces violences, le gouffre entre les réseaux remplis de vidéos de violences policières et le relatif silence dans les médias a considérablement renforcé la défiance contre les journalistes. Alors Jean-Yves, on a un journaliste de Libération qui s'interroge et qui finalement fait le même constat que nous. Alors oui, je crois que la défiance vis-à-vis des journalistes de la part des Gilets jaunes s'explique très bien, puisqu'ils ne voient dans les médias que des reportages sur leur violence à eux ou la violence d'un certain nombre de casseurs, et jamais les violences qu'ils subissent et qui sont loin d'être toujours justifiées de la part de la police. Donc ils disent ils sont pas honnêtes. Voilà, ils découvrent, ils vivent la malhonnêteté des médias, et c'est ce qui explique le rejet des médias par beaucoup de gilets jaunes. Et d'ailleurs, comme le souligne bien Vincent Glade, c'est uniquement des médias de fact-checking qui s'occupent de la question, ce qui est quand même... C'est quand même étonnant. Alors, il n'y a pas que les médias de fact-checking qui traitent de ce sujet-là, puisqu'il y a eu effectivement des sujets sur la question, mais évidemment beaucoup moins que sur le traitement de la violence de la part des Gilets jaunes. On a notamment le travail de David Dufresne, qui est un journaliste indépendant, qui a répertorié sur Twitter plus de 260 signalements de bavures policières. On a un autre exemple avec un excellent article donc, de Check News, qui était mentionné par Vincent Glade, qui répertorie lui aussi toutes les blessures subies par les Gilets jaunes, un décompte qui est vraiment glaçant, avec un nombre de 93 blessés graves, dont 68 par des tirs de lanceurs de balles de défense, avec au moins 14 personnes qui auraient perdu un œil. Donc Jean-Yves, ce sont 2 travaux à saluer. 2 travaux à saluer, oui. Je ne trouve pas très bon le mot bavure. Parce que qu'est-ce que c'est que le mot bavure ?
eh bien, c'est un policier qui peut, dans l'action, commettre une erreur, voire commettre une faute. Ça peut arriver. Une faute individuelle, ça peut arriver. On en verra tout à l'heure avec l'affaire du commandant Andrieux. Mais quand il y a 264 signalés, qu'il y a 90 blessés graves, qu'il y a 14 œils crevés, et s'agissant dans beaucoup de cas de personnes tout à fait calmes, qui n'étaient pas au contact direct de la police, ça n'est plus des bavures. C'est une stratégie de répression. Une stratégie de répression et de dissuasion. Parce que je pense que les consignes explicites ou implicites qui sont données par la hiérarchie ministérielle à la hiérarchie préfectorale et policière, c'est de dissuader les manifestants en recourant à la violence. Et je serais tenté de dire plus contre les manifestants pacifiques que contre les autres, puisque ce qu'on veut dissuader, précisément, ce sont les manifestants pacifiques. Alors, outre le travail de ces deux médias, de journalistes, eh bien, on a l'émission Envoyé spécial qui a consacré un sujet à la question des violences policières. Et on y revit notamment l'enchaînement qui a conduit à l'éborgnement de Fiorina. On va le voir tout de suite avec une première partie sur la répression aveugle. Dans la foule, des gilets jaunes semblent touchés presque au hasard. Lui a reçu une balle en caoutchouc dans le bras. Cette femme de 70 ans hurle de douleur. Deuxième partie de cette vidéo, la montée de la tension jusqu'au drame. Les forces de l'ordre chargent. Avec le soutien de la brigade anticriminalité, des policiers en civil. L'assaut fait de nombreux blessés parmi les manifestants. Et pas seulement chez les plus radicaux. 50 mètres plus loin, une étudiante de 20 ans a été grièvement touchée au visage. Elle vient tout juste d'être évacuée. Voilà, elle a perdu un œil. C'est des images qu'on trouve sur Internet. En l'occurrence, je crois que c'est des images qu'ils ont eux-mêmes tournées, mais que tout le monde aurait pu tourner, que tout le monde aurait pu voir. Ce sont des images qui doivent dater du 8 décembre, puisque c'est le jour où Fiorina a perdu son œil, mais il y en a des dizaines d'autres, des centaines d'autres, des scènes comparables, il y en a eu toutes les semaines. Et donc c'est vraiment, au fond, c'est l'exception, ce reportage d'Envoyé spécial, qui est un reportage qui n'est pas aux 20h, qui arrive assez tard dans la soirée, mais enfin, bon. Mais justement, vous parlez du 20h, eh bien, il y a un cas emblématique, un cas d'école presque du silence médiatique, c'est celui des différents JT de 20h. Vous le savez, Jean-Yves, le 20h, c'est la grande messe de l'information, c'est l'émission qui fait le plus d'audience en termes d'information. Pourtant, eh bien, le silence sur les violences policières, il est quand même presque assourdissant. On a un article d'Arrêt sur Image qui étudie cette question, intitulé « Au JT, les violences policières n'existent pas ». Et bien, dans cet article, on apprend que les violences policières sont minorées et que le seul sujet qui est dédié à ces violences, c'est celui sur le commandant Andrieux dont on parlait tout à l'heure. Le commandant Andrieux, donc c'est le premier sujet, 2 minutes 30 sur le JT de TF1 et aux 20h de France 2, le cas est également traité dans un sujet dédié. Mais les violences policières sont uniquement abordées dans un premier temps, en tout cas, via le cas d'Andrieux. Oui, alors le cas d'Andrieux, c'est typiquement ça, c'est une bavure individuelle. Parce que c'est un type qui est commandant de police, qui se met à faire le coup de poing sur des manifestants neutralisés. C'est grotesque, c'est déplorable, mais c'est marginal. C'est marginal, et c'est pas... là, il n'agit pas sur ordre, là. Alors que le tir massif de flashball, les tirs tendus de grenades, l'usage de grenades de désencerclement, etc., ça, c'est sur ordre. C'est une stratégie de maintien de l'ordre. Andrieux, c'est une bavure. Je note quand même simplement que Andrieux n'a même pas été suspendu, me semble-t-il. Une enquête judiciaire, une enquête administrative, qui a mis un peu de temps à partir l'enquête judiciaire. En général, dans ce type d'affaires, il y a au minimum une suspension, le temps que l'enquête administrative et que l'enquête judiciaire se poursuivent. Mais Andrieux, ça c'est vraiment, je veux bien admettre, c'est une bavure. Bon, il y a des brebis galeuses partout, ça c'est pas... Mais c'est pas ça qui est à l'origine des centaines et des centaines de blessés, de la centaine de blessés graves. Et alors, dans son enquête, Arrêt sur Image énumère les cas où les violences policières ont été traitées dans différents sujets dans les JT et globalement, eh bien, conclut à une minimisation de la violence.
une minoration des violences policières. Alors, un exemple de cette minoration, c'est dans le JT de 20h de TF1. Vu la violence inouïe des casseurs, il n'y a pas eu, à première vue en tout cas, de bavure. Pas de mort, pas de blessés graves. Et de l'avis de tous les experts, c'est la preuve de beaucoup de sang-froid et de maîtrise. Alors, on a l'argument d'autorité. De l'avis de tous les experts, c'est la preuve d'une grande maîtrise. Et il n'y a pas de blessés graves. Il n'y a pas de blessés graves. On est dans le bobard total. Des blessés graves, il y en a 90. 90. Il n'y a pas encore le pompier dans le coma, puisque l'émission est avant, mais il y a déjà 90 blessés graves, dont une quinzaine Dieu détruit. Voilà. Et donc on est dans le mensonge, on est dans le bobard. Mais à l'heure de grande écoute, à TF1, 20h. Alors, vous mentionniez le gilet jaune de Bordeaux. Jusqu'à la semaine dernière, les médias dominants minoraient donc les violences policières. Et puis, renversement total de situation suite donc, au drame de Bordeaux avec un pompier, père de famille, qui a été touché, selon les premières vidéos, les premières déclarations, par un tir de lanceur de balles de défense à la nuque, dodo donc, alors qu'il fuyait la police a priori et ne représentait donc aucune menace. Alors, beaucoup de médias ont dès lors parlé des violences policières. On note par exemple que Le Monde a publié coup sur coup 2 articles. L'un étant un entretien avec David Dufresne, le journaliste indépendant dont on parlait tout à l'heure. Et puis, le gros article du Monde, c'est le lourd bilan des lanceurs de balles de défense de la police. Donc il y a une prise de conscience du Monde. Oui, mais le grand article du Monde, le grand titre, c'est le lourd bilan des balles de défense. Je suis désolé, il n'y a pas un lourd bilan du couteau, il n'y a pas un lourd bilan des camions. Les balles de défense, c'est une arme, oui, une arme assez puissante, mais qui l'utilise ? Quels sont les gens qui l'utilisent ? Ce sont les policiers ou les gendarmes. Et pourquoi les utilisent-ils ? Parce qu'ils en reçoivent les ordres de la hiérarchie policière, de la hiérarchie préfectorale et du ministre. C'est le lourd bilan de Castaner. C'est pas le lourd bilan des balles de défense. Il y en a un nombre qui a été utilisé comme jamais. Jamais, jamais, jamais. Quand il y a eu les émeutes de banlieue en 2005, avec 10 000 voitures brûlées, 3 semaines d'émeutes dans des dizaines et des dizaines de cités en France, il y a eu 20 fois moins, ou 30 fois moins, ou 50 fois moins d'usage de balles de défense. Voilà. Donc c'est pas les balles de défense qui sont coupables, là. C'est les ordres qui sont donnés de les utiliser contre des manifestants et contre des manifestants très souvent pacifiques. Alors les médias donc ont embrayé sur cette question des violences policières suite à l'affaire de Bordeaux. On a par exemple les JT dont on parlait à l'instant, qui ont traité du sujet. On a par exemple le JT de TF1. C'était samedi dernier à Bordeaux, au cours de la 9e journée de manifestation des Gilets jaunes. Un homme a été blessé à la tête gravement, sans doute par le tir d'un policier. Ce pompier volontaire, père de famille, a été plongé par les médecins en coma artificiel. Que s'est-il passé ? La scène filmée est rapide et confuse. Seule certitude, des policiers viennent alors de tirer en sa direction avec un lanceur de balles de défense, une sorte de flashball plus précis, et de projeter une grenade de désencerclement. Bon, juste un petit commentaire, ils en parlent. Il faut dire que c'est un pompier volontaire de 48 ans, avec 3 enfants. C'est pas la caricature du casseur quand même, semble-t-il. Hein. Bon, mais les images qu'ils choisissent, on ne voit pas les policiers tirer, on ne voit pas l'homme à terre, etc. Elles sont quand même bien soft, bien douces par rapport à la réalité qu'on a sur Internet. Parce que là, ils ont repris des images qui circulaient sur Internet, mais ils les ont choisies. Ils ont sélectionné, ils ont quand même atténué par l'image le poids du message. Alors un autre média qui a traité de cette question-là, et lui en montrant l'homme à terre, c'est France 2. On va regarder l'extrait tout de suite. Depuis le début du mouvement, 93 blessés graves ont été recensés. Parmi eux, 68 atteints par des tirs de flashball ou LBD 40. Donc Jean-Yves, on voit que les médias commencent à parler des violences policières, mais ça semble être un réveil bien tardif quand même. Bien tardif. Alors moi, je vais vous dire, Nicolas, j'accuse les médias. J'accuse les médias d'avoir caché pendant 8 semaines une répression d'une violence sans précédent en France depuis la guerre d'Algérie. Beaucoup plus de répression qu'en 1968.
qu'en 1986, qu'en 2006, dans tous les épisodes où il y a eu des manifestations, un peu, y compris la manif pour tous, beaucoup plus violents. Il faut remonter à la guerre d'Algérie, où il y a eu des répressions assez vigoureuses contre le FLN ou contre l'OS. Donc on a vraiment changé de contexte. Je ne crois pas qu'on ait dans d'autres pays d'Europe de répression aussi violente que celle qu'on a connue là. Et les médias l'ont caché. Et précisément, c'est en cachant ces violences, la violence de cette répression, qu'ils l'ont rendue possible. Ce sont les médias qui ont rendu possible cette répression. Moi, j'accuse Jean-Michel Apathy, j'accuse Patrick Cohen, j'accuse Apolline de Malherbe, j'accuse Gilles Boulot, j'accuse Anne-Sophie Lapix, j'accuse Ali Bado, j'accuse Thomas Soto, j'accuse Ruth Krief, Laurent Geoffrin, Luc Bonner d'avoir permis, et même plus que permis, encouragé cette répression violente par leur silence, et un silence d'autant plus biaisé que dans le même temps, ils insistaient sur ce qu'ils appelaient les violences des manifestants. Je crois que ces gens-là sont responsables de la centaine de blessés graves qui ont été touchés au cours de ces 8 semaines. Alors vous parliez justement de ce deux poids, deux mesures entre les violences imputées aux Gilets jaunes contre les journalistes et celles réelles des violences policières contre les journalistes. Eh bien, c'est intéressant d'étudier en ce sens un extrait d'un passage de Thomas Soto qui évoque cette colère populaire contre les médias. Moi, je ne suis pas corporatiste, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose de grave. On a le droit et le devoir de nous critiquer, de ne pas être d'accord avec nous, de nous challenger, de tout ce qu'on veut. Mais ce qui se passe, c'est une attaque, et je ne veux pas dire que j'utilise des grands mots, mais c'est une attaque de la démocratie. Les comportements de ces gens, qu'ils portent un gilet jaune ou pas, sont des comportements qu'on a dans des dictatures. Ce sont des attaques à la démocratie. Fascistes, enfin, c'est pas un mot que j'aime beaucoup employer, mais ce sont des méthodes fascistes. Alors ce qu'on note avec cette vidéo de Thomas Soto, eh bien, c'est que la violence dont il parle à l'encontre des journalistes, c'est uniquement celle des Gilets jaunes et pas celle de la police. Pour Vincent Glade, c'est une sous-médiatisation du sujet qui est d'autant plus incroyable que les policiers tirent aussi sur les journalistes. Pour lui, les violences des Gilets jaunes font donc plus parler à l'encontre des journalistes que les violences des policiers à l'encontre des mêmes journalistes. Est-ce que ça vous étonne, Jean-Yves ? Oui, alors je crois qu'il y a 24 plaintes de journalistes, c'est ça. Y compris des plaintes correspondant à des agressions relativement sérieuses contre des tirs ou des comportements policiers. Eh bien écoutez, je vais vous dire, s'il y en avait eu autant en 1968, en 1986 ou en 2006, eh bien, on s'aurait fait la une de la presse presque tous les jours. Parce que la mise en cause, les journalistes ont sans doute subi autant de violence de la part des policiers que de la part des Gilets jaunes. Violence voulue ou pas voulue, ou accidentelle, j'en sais rien. Mais dans un cas, on le met en avant. Dans l'autre cas, on fait silence. Alors que c'est un sujet majeur, les violences policières contre les journalistes, c'est d'habitude un sujet majeur. Là, il est totalement occulté. Vous imaginez Poutine ou Orban dont la police blesserait 24 journalistes dans une répression de manifestants? On aurait peut-être plus de communiqués de Reporters sans frontières que... Ah oui, Reporters sans frontières aux abonnés absents. Ils ont fait un communiqué, mais c'était effectivement très léger. 3 lignes, voilà. Aux abonnés absents, Reporters sans frontières, parce qu'effectivement, Reporters sans frontières, ils sont là pour faire de l'influence au service de certaines puissances contre d'autres puissances. Et comme M. Macron est quand même dans le camp du bien, Reporters sans frontières va pas s'y intéresser, c'est clair. En tout cas, on a eu un communiqué uniquement qui mentionnait des violences des deux parties. Mais c'est vrai que, comparé à la violence de la répression, même contre les journalistes, c'est vrai que ça fait un petit peu tâche. Et ils s'inquiètent de la situation des journalistes en Serbie, par contre. C'est vrai qu'entre-temps... Oui, quand même, là, attention. Hein. C'est vrai que c'est assez étonnant. Passons au zapping. On va arrêter, parce que l'avenir de la France, l'avenir de l'Europe, c'est pas Marine Le Pen. Et comment on fait ? Eh bien, en faisant de la politique. En argumentant, et on n'était pas sur son siège en disant « Vous avez entendu ce qu'elle a dit, Marine Le Pen? Ouh là là, Marine Le Pen !» Oui, il faut qu'on soit encore plus dans cette capacité à parler normalement. Je l'ai dit plusieurs fois récemment, même moi, quand je m'écoute parler, il y a des choses que je n'aurais pas compris de moi-même il y a 5 ans ou il y a 10 ans.
J'ai un coup de sang contre SOS Méditerranée. Vous savez, c'est cette association qui a affrété des bateaux, notamment l'Aquarius, pour aller chercher les migrants en Méditerranée. Cette association vient d'être désignée association éducative par le ministère de l'Éducation nationale, ce qui signifie qu'elle va avoir le droit de faire sa promotion, pour ne pas dire sa propagande dans les écoles. Moi, je considère que les écoles, ça devrait être des lieux neutres et pas des lieux de politique. Les chiffres sont exactement les mêmes entre ceux qui font confiance au président de la République et ceux qui font confiance aux médias. Il n'y a plus que 23% des Français qui font confiance au président de la République et on a l'impression que c'est les mêmes 23% qui font encore confiance aux médias. Une des membres du collège du CSA s'étonnait notamment, ou feignait de s'étonner, que notre chaîne semble avoir la faveur des gilets jaunes et se demandait si une perception éventuelle de notre chaîne comme plateforme, je crois bien citer ces mots, de haine des institutions de la France et de M. Macron, pouvait contribuer à ça. La totalité des Gilets jaunes accueille avec beaucoup de plaisir des médias un peu minoritaires, voire marginaux, et sans Rouchia Toudé ou bien le journaliste de Brut par exemple, parce qu'il filme pratiquement... C'est Rémi Buzine qui filme en live, qui voilà. Et qui filme sans mise en perspective, il donne la parole aux gens. Dès le début, nous avons donné une plateforme libre aux Gilets jaunes pour s'exprimer sans leur coller d'étiquette, ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche. Alors évidemment, dans le traitement de l'information, on ne veut rien exagérer, mais il ne faut également rien minimiser. Ça irait à l'encontre des valeurs journalistiques de notre chaîne et je pense normalement de tous les autres médias, une diversité d'opinions, un équilibre entre le direct et les analyses en plateau. Pour beaucoup de gilets jaunes, une image brute, sans montage, serait la preuve d'une information vraie. Filmer en direct est devenu pour eux une marque de fabrique sur les réseaux sociaux. Comme ce jour-là, où 2 porte-paroles du mouvement diffusent leur rendez-vous au ministère de la Transition écologique. La vidéo est commentée en direct par des sympathisants. Une information sans montage et sans recul. C'est simple, on est la profession la plus détestée des Français, avec les experts, les agents immobiliers, je crois. Les journalistes, au fond, on pourra en parler, mais au fond, ne sont pas responsables de grand-chose dans cette histoire. Ils ont juste contre eux une apparence. C'est que la presse n'a plus fabriqué elle-même, c'est-à-dire des journaux gérés par des journalistes, des entreprises qui gagnaient de l'argent. Et donc, petit à petit, pour sauver ces entreprises, des gens dont ce n'était pas le métier ont acheté des organes de presse. Des manifestants tenus à l'écart, un dispositif de sécurité impressionnant. Voilà à quoi ressemblent aujourd'hui les rares déplacements d'Emmanuel Macron. Alors, je l'envoie. Bon zapping, hein, comme d'habitude, Nicolas. Alors, première remarque, je note la phrase d'Apathy qui reproche aux médias sociaux de filmer sans mettre en perspective. Sans mettre en perspective. On l'a vu d'ailleurs très bien dans le petit reportage de TF1 sur le pompier blessé. Les images des réseaux sociaux sont des images brutes, où on voit les différents aspects de la scène, et le montage permet de mettre en perspective. De mettre en perspective et donc de cacher en fait ce qui est le plus choquant. Et on a aussi dans C'est dans l'air, cette excellente formule, les réseaux sociaux, c'est une information sans montage et sans recul. Vous appréciez le sens du mot montage, parce qu'il a quand même plusieurs sens. Il a le sens technique, mais il peut aussi avoir le sens en termes de propagande, bien entendu. Voilà, là ils sont parfaits. C'est presque de l'art, parfois, la propagande médiatique. Oui, c'est presque de l'art, c'est vrai. Je sais pas, c'est le 7e, le 8e, le 9e art, peut-être, voilà. Ensuite, il y a ce sondage qui est tout à fait intéressant, où on voit que dans l'opinion, la confiance dans Macron, c'est 23%, et la confiance dans les médias, c'est 23%. Et il y a un journaliste qui dit que ça doit être les mêmes. C'est pas tout à fait les mêmes, mais c'est sans doute globalement les mêmes. Et c'est très intéressant. Parce que c'est le quart Macron, c'est le quart de la France qui se trouve un peu représenté par Macron, un peu représenté par les médias, et les 3/4 restants, ils sont hors champ. Et évidemment, ça finit par être légèrement exaspérant. Dernier point que je voudrais souligner,
qui montre à quel point on est dans une société de propagande. Le ministère de l'Éducation nationale, dirigé par M. Blanquer, qu'un certain nombre d'imbéciles continuent de considérer comme un type de droite. Imbécile ou mal informé. Mal informé, voilà. Non, mais parce qu'il est trompeur, il joue bien la partition de l'homme. Alors, de mal informé ou de gens trompés, on va être plus aimable. Il accrédite l'association immigrationniste SOS Méditerranée comme association éducative qui va avoir le droit d'intervenir dans les écoles pour faire sa propagande en se faisant payer. Attention, tous ceux qui interviennent dans les écoles pour faire de la propagande, ils sont payés. Et donc SOS Méditerranée va pouvoir faire sa propagande dans les écoles avec le soutien de M. Blanquer, qui est particulièrement retors. Passons au deuxième sujet, l'être et le néant. Empêtré dans la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a décidé de s'adresser directement aux Français par une lettre d'abord publiée sur le site internet de l'Élysée, puis finalement envoyée à tous les Français, à tous les foyers. Alors, bien évidemment, les médias ont évoqué cette lettre. Le Monde a titré une lettre pour relancer le quinquennat, tandis que Libération titrait « Grand débat, Macron dégaine l'épistolaire ». Eh bien, dans ce texte, dans cet article, une phrase « Pour éviter le pire, un scénario à l'italienne, cette lettre et le débat qu'elle prétend instaurer serait une entreprise historique dont la portée pourrait dépasser les frontières. » Donc le pire pour Libération, ce serait un scénario à l'italienne. Ça fait peur, ça fait peur. Ça fait peur, effectivement. D'autant que je crois que Salvini est à 70% d'opinion favorable, c'est-à-dire un petit peu plus que Macron. Et il a les 3/4, lui, presque. Exactement. C'est les autres 3/4, en fait. C'est pas compliqué. C'est ceux qui manquent à Macron. Ouais. Et Libération continue avec un édito titré « Périlleux », avec une phrase « L'arrogant Jupiter tente avec ce texte de se mettre à hauteur de rond-point ». Donc la formule est intéressante. Autre critique, bien dans Le Figaro, ces mots absents de la lettre d'Emmanuel Macron aux Français, et un autre article du Figaro, la lettre aux Français d'Emmanuel Macron, déjà critiquée. Alors, heureusement pour Emmanuel Macron, sur cette lettre, on a deux éditorialistes de BFM TV, Christophe Barbier et Laurent Neumann, qui considèrent que cette lettre, c'est un fait politique totalement inédit et même inouï. Donc, comme quoi, il y a un peu d'espoir pour Macron. Il y a encore des éditorialistes qui le soutiennent un petit peu, finalement. Ah oui, tout à fait. Ils savent qui leur beurre la tartine, quand même. Oui, alors, c'est tout à fait faux. C'est pas inouï, c'est pas nouveau. François Mitterrand, en 1988, donc il y a 30 ans, 31 ans, avait envoyé une lettre à tous les Français. C'était d'ailleurs dans le cadre de la fin de son mandat et du début de sa campagne électorale. Mais on peut se demander si cette lettre aux Français, les prestations de Macron aujourd'hui, c'est de la campagne électorale par rapport aux élections européennes, c'est pas autre chose. Donc c'est pas nouveau le coup de la lettre envoyée à tout le monde. Franchement, il n'a pas inventé l'eau tiède. Alors vous parliez de campagne électorale, selon plusieurs médias, c'est un Macron qu'on a retrouvé sur l'air de sa campagne, comme quoi, lorsqu'il s'adressait aux maires en Normandie, une réunion au cours de laquelle, finalement, Emmanuel Macron a convaincu plusieurs éditorialistes de droite, à commencer par Éric Brunet, pour qui, hier, Macron n'était pas dans la com, mais a fait son job. On a également Kevin Bossuet, qui est éditorialiste à Valeurs Actuelles et à la France Libre, qui déclare « Je suis très souvent critique vis-à-vis d'Emmanuel Macron, mais je dois bien admettre que son échange avec les maires fut aussi passionnant qu'instructif. Ça, c'est le Macron qu'on aime, audacieux, énergique et combatif. Un vrai exercice démocratique, conclut-il. » Et puis on a, c'est plus logique, Frédéric Aziza qui déclare « Ce débat d'Emmanuel Macron face aux maires est d'une haute tenue, un dialogue républicain qui rassure sur l'état de la France. » On a deux facettes, on a des personnalités plutôt classées à droite et Frédéric Aziza qui soutiennent Emmanuel Macron côté conquis. Alors, je crois qu'il y a là, derrière cela, il n'y a aucun esprit critique. Bon, d'abord, Macron a fait sans doute un assez bon numéro, il a parlé 6 heures, il a tombé la veste, il a eu quelques formules, il a des qualités intellectuelles que personne ne nie. Son problème, c'est peut-être un peu plus du côté de l'émotionnel et de la capacité d'empathie. Maintenant, si on va plus loin, il s'est adressé à 600 maires. 600 maires, en Normandie, je n'ai pas vérifié le chiffre, mais il doit y avoir 3 à 4 000 maires. Donc il a eu 15% de l'effectif. Qui est venu ? Ceux que les préfets ont mobilisés. Parce que les maires, ils ont toujours quand même des petits services à rendre. Ceux que les députés ont mobilisés. Les maires,
ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de services, ils ont besoin de subventions, etc. Donc, ceux qui sont venus, a priori, c'est ceux à qui on a demandé de venir, et donc qui étaient quand même un peu contraints, au minimum, d'être courtois et gentils. Donc, c'est pas du tout représentatif, ni de la population, bien sûr, ni même des maires. C'est les maires, qui avaient envie de se faire plutôt bien voir. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi quelques opposants, mais personne n'est venu avec son gilet jaune. Oui, ça, mais même les opposants, si vous voulez. Moi, j'ai été aussi opposant un certain nombre d'années dans des assemblées. Vous pouvez être plus ou moins virulent et plus ou moins courtois. Hein, même, bien sûr, il y a des opposants, mais des opposants, l'opposant à Sa Majesté, un peu quand même. Alors, il y a quelqu'un qui a découvert ça, enfin, qui a considéré que le discours était une réussite, avec un peu moins de mauvais esprit que vous, j'ai envie de dire, avec un peu moins de mauvais esprit critique. Non, mais j'ai des esprits critiques. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un autre éclairage. Je prétends pas au monopole de la justesse. Mais c'était de l'humour, sachant que cette personne, c'est Pascal Praud, et vous allez voir que sa réaction, elle est aux antipodes de la vôtre. Quoi qu'on pense de l'action du président de la République, convenons qu'il a réussi hier une performance et que ce dialogue entamé avec les maires des petites communes de France a donné une image positive, apaisée, constructive de notre pays et que cette vitrine a fait du bien après nos samedis de violence. Mais moi je trouve qu'on est au cœur vraiment presque d'un problème de la Macronie. C'est-à-dire qu'il est exceptionnel, les gens applaudissent, mais à l'arrivée, c'est pas efficace. Oui, c'est un peu ce que j'ai dit. Il y a le rationnel, oui, mais il manque un peu l'empathie, quoi. Voilà. Alors, autre avis qui va dans le sens de celui de Pascal Praud, c'est celui d'un de ses chroniqueurs, Gérard Carrérou, qui est journaliste. On va l'écouter tout de suite. Et elle m'a dit, ça va probablement irriter beaucoup de gens. Décidément, il est trop beau, trop intelligent, il connaît trop les dossiers, ça va exaspérer un certain nombre de gens. Et ça, peut-être que nous, qui sommes des analystes ou des observateurs, on ne le voit pas parce qu'on prend au premier degré une prestation qui a été effectivement, on l'a dit, assez formidable. Oui, mais le problème de Macron, on y revient, très grande intelligence rationnelle, mais intelligence émotionnelle qui peut envelopper dans un confetti, quoi. Alors, puisqu'on parle de confetti, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça, puisqu'il est toujours un peu exubérant, c'est Christophe Barbier qui s'est évidemment extasié. Donc lui, il était prêt à les lancer, ces fameux confettis, sur son plateau. On va le regarder. C'était tout de même très réussi. On n'a jamais vu ça. C'est la preuve déjà que la démocratie représentative, ça fonctionne bien, puisque ça met en mots structurés, avec des explications claires et des revendications simples, placides, sans violence, la réalité de terrain. Ça veut dire que entre le maillon le plus fondamental de la démocratie, le maillon de base, le maire, et le maillon sommital, le président de la République, le dialogue est rétabli. Alors c'est une erreur, bien sûr, parce que le maire est déjà un intermédiaire. Le maillon fondamental de la démocratie, ça s'appelle le citoyen. Voilà. Et le citoyen, il était exclu dehors, puisque la ville, dans le village, le bourg dans lequel, Bourtehoud, dans lequel Macron s'est exprimé, était gardé de partout par des cordons de gendarmes, et qu'on faisait payer 135 € d'amende à ceux qui avaient le malheur d'avoir un gilet jaune. Bon, donc le citoyen, il n'était pas là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les maires qui étaient là, c'était un échantillon de maires quand même plutôt bienveillants. C'est pas l'ensemble des maires de la région. Donc c'est un échantillon bienveillant. Et puis je vais m'aller plus loin, parce que ça c'est un beau décor, hein. Il est là, au milieu de 600 maires. Et c'est pas ça la réalité du débat. Il est là pour lancer le débat. Et le problème du débat, c'est que les préfets se battent les flancs. Les préfets se battent les flancs pour trouver des maires qui veulent organiser chez eux ou participer au débat. C'est ça la réalité. Il y a peut-être eu 600 maires qui sont venus pour le show au Macron, mais la réalité, c'est qu'ils ne veulent pas se mouiller dans ce débat pour une raison très simple. Ils ne veulent pas risquer de prendre à leur compte une partie de la popularité de Macron. Ce sont des élus quand même, ils raisonnent. Ils ne veulent pas prendre une partie de la popularité de Macron. Et le débat, il démarre très mal parce que on manque de volontaires pour l'organiser. Alors vous allez voir que ce que vous disiez d'un Macron et de maires retranchés face au peuple gardé par les gendarmes, ça va être le sujet d'un des tweets que nous allons regarder tout de suite.
Toujours des bons tweets. Je vais en commenter simplement 3 parce qu'il y en a qui parlent d'eux-mêmes et qui ne méritent pas beaucoup de commentaires. Alors d'abord, il y a cette déclaration d'un journaliste russe, Leonid Berchitsky, mais c'est un journaliste russe qui n'est pas du tout poutinien. Il a quitté la Russie parce qu'il n'est pas du tout sur la ligne politique de Poutine, ce qui après tout est parfaitement son droit, et il travaille pour l'agence de presse financière américaine Bloomberg. Donc c'est tout à fait un autre univers. Et il déclare que Macron lui apparaît plus violent que Poutine face à ses opposants. Moi, c'est ce que j'ai pu dire un certain nombre de fois en disant mais comparons, qu'est-ce qu'on dirait si Poutine ou Orban le faisaient? Sauf que Poutine et Orban ne le font pas. Et qui le dit? Un journaliste russe, tout à fait adversaire de Poutine et travaillant pour une grande agence de presse financière américaine. Voilà. Donc ça, c'est quand même une démonstration tout à fait parlante. Donc ce tweet est vraiment très très important. Deuxième chose, alors on s'aperçoit que le CSA se plaint de l'absence de diversité dans les médias. Nous aussi. On se plaint de l'absence de diversité politique, puisqu'encore une fois, les médias représentent le quart de l'opinion et 3/4 ne sont pas représentés, intellectuellement ou politiquement. Mais ce n'est pas de ça que se préoccupe le CSA, c'est soi-disant de la diversité ethnique, on peut dire le mot, puisque les personnes, je cite, non blanches, ne représentent... Perçues comme non blanches. Perçues comme non blanches, voilà, oui, parce qu'on n'a pas le droit de faire des statistiques. La novlangue puissance... Perçues comme non blanches, c'est 17%. Et donc le CSA dit ça ne suffit pas. Ce qui veut dire que dans l'esprit du CSA, les personnes non blanches en France, c'est combien? C'est 20, 22, 25%, je ne sais pas. On n'a pas de statistiques ethniques, donc on ne le sait pas vraiment. Mais le CSA considère légitime de faire des statistiques ethniques, de fait, ou des statistiques de perception. Et deux, il trouve que c'est jamais suffisant en matière de diversité. Mais il ferait bien de s'occuper de la diversité politique, de la diversité intellectuelle, le CSA, parce que celle-là, on ne la trouve que sur les médias russes comme Sputnik ou Russia Today, ou ces réfugiés, par exemple, Tadei. Dernier élément, alors ça c'est aussi très intéressant, le Crédit Mutuel dont on a parlé il y a une semaine ou il y a 15 jours, puisque c'est le propriétaire de Litchi. Le Crédit Mutuel vient d'injecter 174 millions d'euros. 174 millions d'euros. C'est pas mal. Le dernier record, c'était LVMH, 80 millions pour le Parisien. Là, c'est explosé. LVMH, 80 millions pour le Parisien. Là, c'est 174 millions d'euros pour l'Alsace, qui a maintenant le monopole, quasi-monopole, sur la région Alsace. La région Alsace, oui. Et l'Est républicain et le républicain lorrain, qui ont, alors ces deux journaux, soi-disant, mais qui sont dans la main du même patron, et du même patron qu'ils doivent respecter d'autant plus qu'il est obligé d'injecter régulièrement de l'argent, 174 millions d'euros. Chers amis internautes, vous avez une presse régionale indépendante en France. 80 millions d'euros d'LVMH pour le Parisien, 174 millions d'euros pour l'Alsace républicain ou les républicains lorrains. Entre nous, si les Gilets jaunes bloquent l'Alsace, le républicain lorrain ou l'Est républicain, ils auront sûrement de bonnes raisons de le faire. Et on ne pleurera pas. Passons au troisième sujet, Eurovision, médias en pamoison.
Qui dit nouvelle année, dit nouveau candidat pour l'Eurovision. Alors Jean-Yves, l'année dernière, savez-vous qui a représenté la France ? La France avait d'excellents candidats. Madame Monsieur, qui est un petit couple qui chantait une chanson pro-migrant. Gnangnan, bisounours, pro-migrant. Alors en fait, ils ont fait un bid à l'Eurovision et ils ont fait un bid quand ils ont voulu faire une tournée en France parce qu'ils ont dû annuler parce qu'ils n'avaient pas de clients, enfin pas de spectateurs. Voilà. Mais ils avaient eu un soutien médiatique absolument prodigieux. Madame Monsieur, Transit, Gloria Mundi, ils ont disparu. Effectivement, ce n'était pas un bid médiatique, ça c'est clair. Eh bien, cette année, c'est un dénommé Bilal Hassani qui semble tenir la corde pour représenter la France à l'Eurovision. Alors, il aurait fait forte impression lors des qualifications selon les médias. Et ces médias se sont passionnés pour lui. Le Monde, Le Point, Paris Match, un entretien dans 20 minutes, un autre dans Le Parisien et un article de LCI titré « Bilal Hassani se qualifie facilement pour la finale de Destination Eurovision, n'en déplaise aux trolls qui le harcèlent ». Donc un parti pris médiatique clair, on ne peut pas attaquer Bilal Hassani sans être un troll. Et puis un autre parti pris médiatique chez Télérama, Eurovision, Bilal Hassani, l'idole des ados ciblés par les homophobes. Donc un titre où finalement on parle de tous les ados, des ados, et non pas de certains ados. De certains ados, bon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'Eurovision, c'est un instrument de propagande, c'est un instrument de déconstruction et de formatage. Alors là, ils ont trouvé quand même assez fort. Il y a quelques années, les Autrichiens avaient trouvé une femme à barbe, c'était très fort. Justement, l'une de ses premières reprises, c'était le titre de Conchita Wurst. Voilà, il est dans la même ligne. Là, il a quand même beaucoup de qualités pour être sélectionné, représenter, entre guillemets, la France. Justement, on va se recentrer sur la personnalité de Bilal Hassani, puisqu'il a eu l'honneur d'avoir un grand portrait dans BFM TV, et Le Monde par ailleurs, mais on va se concentrer sur celui de BFM TV. Intitulé « On a discuté avec Bilal Hassani, youtubeur engagé et icône des millennials », à l'anglaise, c'est-à-dire les jeunes générations. Youtubeur engagé, ça veut dire engagé dans le bon côté, bien sûr, parce que s'il n'était pas engagé dans le bon côté, alors là, peu de chances d'être sélectionné. Effectivement. Et donc, on apprend que c'est un youtubeur qui a une chaîne qui compte près de 730 000 abonnés, ce qui est très conséquent. Et puis, bien que selon BFM, sa force, c'est aussi une féminité assumée et une homosexualité décomplexée dans un paysage audiovisuel encore très consensuel. BFM qui note aussi que Tétu l'a nommé dans les 30 personnalités LGBT qui font bouger la France et qui lui donne la parole. Et j'ai noté cet extrait de phrase de Bilal Hassani qui est assez emblématique finalement. « Ce qui est beau, c'est qu'on arrive dans un moment où on commence à dire fuck, on est nous, et c'est tout ». Donc c'est tout un programme, et effectivement... En plus, il parle anglais. Hein. Oui, effectivement. Vraiment, respect, là. Mais donc, on est effectivement face à un candidat qui pourrait paraître atypique, mais... C'est-à-dire qu'en fait, c'est la dictature des minorités sur la majorité. C'est aussi un des éléments qui explique la révolte des Gilets jaunes. La révolte des Gilets jaunes, c'est la majorité qui en a marre de la dictature des minorités. Voilà, alors ils ne s'expriment pas forcément sur ces sujets-là, mais ça contribue à l'irritation générale. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, ça pourrait presque être une manière de conclure cette émission, mais il y a quand même le traditionnel coup de chapeau. Jean-Yves, vous en avez un cette semaine. Alors, j'ai un coup de chapeau pour Claude Cholet de Logim et Anne Sicard de TV Liberté qui ont réalisé une nouvelle émission, Figure d'Europe, dans le cadre de TV Liberté et en coopération avec l'Institut Iliade. Je crois que là, c'est une manière de retrouver nos traditions, nos savoir-faire. C'est un documentaire très, très intéressant d'une demi-heure. C'est une nouvelle émission. Je donne donc ce coup de chapeau à Figure d'Europe et je recommande à nos amis internautes d'aller regarder cette émission sur TV Liberté. Effectivement, ça sera un petit peu plus sympathique à regarder que l'autre qualification pour l'Eurovision qui a lieu ce samedi, effectivement. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous envoyer à l'adresse mail qui s'affiche sur vos écrans votre veille médiatique et puis vos ressentis sur l'émission. Et Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.